Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux, très honoré aussi d'ouvrir cette table ronde, une table ronde qui se propose de réfléchir à partir de ce très bel intitulé « Portrait du voyageur en caméléon, 16e et 17e siècle », à la question des facultés d'adaptation, d'accommodation des voyageurs et des missionnaires de la première modernité, question qui soulève bien évidemment de manière plus générale des enjeux qui se rapportent aux relations interculturelles. J'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui se sont connectés pour suivre cet événement en direct et nous espérons que vous serez nombreux et nombreux à prendre part à la discussion. Il suffit pour cela d'inscrire un nom ou un prénom, mais vraiment je vous invite à le faire, une discussion qui suivra, comme il se doit, un premier échange entre les trois intervenantes et intervenants que je me réjouis de vous présenter d'ici quelques minutes. Peut-être également préciser que vous pourrez revivre ou simplement découvrir cet événement, comme tous les autres du reste, sur le replay, ou en replay plutôt, sur le site du festival. Alors il faut savoir gré aux organisatrices et organisateurs d'avoir programmé dans un festival d'histoire, et qui plus est en ouverture de ce festival, une table ronde qui met en valeur une approche littéraire des récits de voyage et des textes de mission de la première modernité. Une table ronde qui met également à l'honneur de jeunes et talentueuses chercheuses et un chercheur non moins talentueux, toutes et tous formés ici, à l'Université de Genève, où s'est constitué, il y a cela quelques années déjà, autour du professeur Frédéric Tinguely, un pôle de recherche de toute première importance sur la littérature de voyage, dont l'approche critique, à la fois novatrice et féconde, se situe à la pointe des recherches qui sont aujourd'hui menées dans ce domaine. Cette approche, qui se veut résolument textuelle, n'en est pas moins animée par une forte exigence de contextualisation. Et elle invite par là même à s'émanciper des logiques étriquées auxquelles obéit volontiers le cloisonnement étroit, souvent des champs disciplinaires. Elle plaide, mais sans rien renier de ce qui constitue sa spécificité, pour une complémentarité des domaines de compétences, et en cela, elle ne saurait, je crois, mieux être en adéquation avec l'esprit qui anime ce festival. Alors, il n'est peut-être pas inutile de rappeler en préambule très rapidement que cette littérature de voyage, à laquelle on a d'ailleurs longtemps dénié toute forme de littérarité, a surtout été exploitée par les historiennes et les historiens comme des sources brutes d'information, c'est-à-dire pour sa valeur documentaire, mais sans que soit prise en compte et encore moins questionnée, bien sûr, sa véritable dimension textuelle. Pourtant, d'une manière qui pourrait sembler de prime abord quelque peu paradoxale, seule la pleine prise en compte de la littérarité de ces récits, parfois frustres en apparence, mais assurément beaucoup moins naïfs que certaines lectures qui en ont été faites, et donc la reconnaissance de leur élaboration textuelle, peut permettre de rendre véritablement compte de leur dimension référentielle, ou plutôt, si vous préférez, des rapports qu'ils entretiennent avec une réalité extra-textuelle qu'il est hors de question de nier, bien évidemment, tout au contraire. Or, déjouer les pièges que la simplicité toute relative de ces récits nous tendent suppose non seulement de ralentir considérablement le rythme de la lecture, mais encore de garder le texte au centre de l'attention comme objet premier du geste herméneutique. Cette posture méthodologique, c'est précisément celle qu'énonce Frédéric Tinguely, qui plaide dans un livre engagé, dont je vais simplement montrer la couverture, qui plaide dans un livre engagé pour une lecture topographique des récits de voyage de la première modernité. Cette défense des vertus du slow reading, de cette lecture lente, dont on sait qu'elle constitue déjà pour Nietzsche la vertu par excellence de la philologie, Sie lehrt gut lesen, das heißt langsam, est ici mise au service de l'interprétation. Et on appelle, à travers son refus de se laisser emporter par l'agitation ambiante, à une forme d'hygiène critique. C'est là le socle méthodologique, mais Dorine Rouillet, Mathieu Bernhardt et Yasmine Atlas, évidemment, déclinent ensuite cette méthode à travers des approches d'une très très grande originalité et avec un très grand brio également. Alors j'ai
maintenant le plaisir de présenter nos intervenantes et intervenants. Et je vais commencer par Dorine Rouillet, qui est docteure de l'Université de Genève et dont on peut dire qu'elle est aujourd'hui l'une des meilleures spécialistes des théories des climats à la Renaissance, avec notamment ce livre qui va paraître très prochainement aux éditions Drault sous le titre « Des airs, des lieux et des hommes, les théories des climats à la Renaissance ». Et Dorine, ton nouveau projet porte sur, et que tu mènes d'ailleurs actuellement, non pas à Genève, mais à Berlin, à la Humboldt Universität, comme chercheuse invitée au bénéfice du Fonds national de la recherche, porte sur les poétiques du cosmopolitisme à la Renaissance. Mathieu Bernard, qui interviendra dans un deuxième temps, est lui aussi docteur de l'Université de Genève, où il enseigne à l'École de langue et de civilisation française. Sa présence aujourd'hui pour cette table ronde relève de l'évidence, évidemment, puisque Mathieu est spécialiste des missions jésuites, en particulier des missions jésuites en Extrême-Orient et notamment en Chine, puisque Mathieu, tu t'es intéressé à la figure de très près, à la figure fascinante et emblématique de Matteo Ricci. La parution de ton livre, qui est intitulé « La Chine en partage » sur les traces du père Matteo Ricci, est également imminente, donc aux éditions Drault. Elle est annoncée pour le mois de juin prochain. Rappeler encore peut-être que tu es le responsable du projet collection de Brie dans le cadre du Bodmer Lab et que tes recherches actuelles portent principalement sur cette collection, une collection exceptionnelle puisqu'elle comporte plus de 25 volumes et elle est surtout très richement illustrée par des gravures. Last but not least, Yasmine Atlas, qui achève actuellement une thèse de doctorat et cette thèse porte sur les relations des voyageurs français ou de voyageurs français rapportant leur expérience de la Perse et de l'Inde dans les années 1650-1660. Ce sont des années qui voient naître la création de la Compagnie française des Indes orientales. Yasmine Atlas étudie dans ce travail en particulier la construction d'un discours expert qui s'efforce de se désigner comme tel. Alors, pour ouvrir la discussion, je vais me tourner en premier lieu vers Dorine Rouillet avec cette question. Est-ce que tu pourrais, Dorine, nous expliquer dans un premier temps quels sont les liens qu'entretiennent les notions d'adaptation et de cosmopolitisme? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, la notion d'adaptation occupe en effet une place très importante dans mon travail sur le cosmopolitisme à la Renaissance. Et pour comprendre le lien entre cosmopolitisme et adaptation, il est indispensable de connaître les significations que le mot avait à l'époque. Le terme cosmopolite a, dès son apparition dans la plupart des langues européennes au XVIe et au XVIIe siècle, deux significations. Le cosmopolite est d'abord celui qui se considère comme s'il était le citoyen du monde et non d'un État particulier, et qui considère l'univers comme sa patrie. Il s'agit donc d'un individu qui refuse l'attachement à une terre en particulier et qui met en avant l'unité du genre humain. La seconde signification met quant à elle l'accent sur la volonté du cosmopolite de s'adapter à l'altérité ainsi que sur l'intérêt qu'il lui porte. Le cosmopolite est celui qui se prête aisément aux usages des pays où il se trouve. Ces deux définitions se distinguent par l'appréhension de la différence culturelle qu'elles impliquent. En effet, la première définition révèle une conception unifiée du monde. Le cosmopolite ignore les frontières et considère l'humanité comme un ensemble homogène. Tandis que dans ce premier cas, il semble ne pas accorder d'importance à ce qui différencie les régions du monde, dans la seconde définition, qui, vous l'avez compris, nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, il doit au contraire sa qualité de cosmopolite au fait qu'il s'intéresse avec curiosité à la différence et a le désir de s'y accommoder profondément. Mais alors, me direz-vous, qu'est-ce qui distingue, selon cette définition du mot, cosmopolitisme et adaptation ? Alors, en plus du fait que le cosmopolitisme est une position intellectuelle qui peut impliquer une pratique telle que l'adaptation, il concerne un genre particulier d'adaptation. Dans la mesure où, premièrement, il porte sur le monde entier. Le cosmopolite est celui qui a la volonté de s'adapter à toute altérité, à tout lieu, à tout climat, à toute culture. Et deuxièmement, parce qu'il implique une adaptation qui n'est pas simple respect
des usages, mais volonté profonde de se faire entièrement à la différence, de devenir autre en effaçant sa propre appartenance à une patrie de naissance. Il peut donc y avoir adaptation sans cosmopolitisme, sans pensée ni volonté cosmopolite, et à l'inverse, il peut y avoir pensée ou volonté cosmopolite sans adaptation. Ce qui importe le plus dans le cosmopolitisme n'est pas la concrétisation ou le succès d'une tentative d'adaptation, mais la conviction de l'individu d'être un citoyen du monde, son sentiment d'être concitoyen de tous les hommes, quel que soit leur pays, ou sa volonté de s'adapter pleinement en quittant autant que possible ses propres habitudes, celles de son pays. Alors, le fait que l'adaptation effective et réussie ne soit pas un trait fondamental du cosmopolitisme est essentiel chez Montaigne, dont je vais vous parler aujourd'hui et dont la pensée cosmopolite fait une place précisément aux difficultés de l'adaptation. Michel de Montaigne est essentiellement connu pour ses essais, publiés, comme vous le savez sans doute, à la fin du XVIe siècle et en plusieurs étapes, avec des ajouts importants à chaque nouvelle édition. Mais il est aussi à l'origine d'un journal de voyage, beaucoup moins connu, qui n'était pas destiné à la publication. J'ai dit à l'origine d'un journal, car Montaigne n'est pas exactement l'auteur de ce texte, ou du moins pas de son ensemble. Sa première partie, en effet, est rédigée par un secrétaire qui accompagnait Montaigne, en plus d'une dizaine de serviteurs et d'amis, sur les routes de Suisse, d'Allemagne et d'Italie. Ce secrétaire note minutieusement chaque lieu visité et, pour notre plus grand bonheur, rapporte sur le papier les paroles et les comportements du maître. La seconde partie du journal est quant à elle rédigée par Montaigne lui-même, en partie en italien. J'y reviendrai plus tard. Ce dispositif textuel complexe a l'avantage de nous donner, dans la première partie, qui est la plus riche en ce qui concerne la question de l'adaptation, a l'avantage de nous donner un point de vue extérieur, celui du secrétaire, sur Montaigne en voyage. La seconde partie, rédigée par Montaigne lui-même, ressemble à certains moments davantage à un journal de santé, puisqu'ils sont notés avec force détail les effets qu'ont sur le corps les diverses stations thermales visitées au cours du voyage. Le journal de voyage a disparu pendant 2 siècles et n'a été retrouvé qu'en 1770. Dans le discours préliminaire de sa première édition, donc à la fin du XVIIIe siècle, l'éditeur écrit, je cite, « Montaigne, au reste, avait toutes les qualités nécessaires à un voyageur. Naturellement sobre et peu sensible au plaisir de la table, peu difficile sur le choix ou sur l'après des aliments, quoique assez friand de poissons, il s'accommodait partout de ce qu'il trouvait. Il se conformait sans peine au goût, aux usages différents de tous les lieux qu'il rencontrait. Cette variété même était un plaisir de plus pour lui. Véritable cosmopolite, qui regardait tous les hommes comme ses concitoyens naturels, il n'était pas moins accommodant, moins aisé dans le commerce de la vie, c'est-à-dire les rapports au quotidien. Au XVIIIe siècle, donc, quand le journal a été découvert, il a été lu comme celui d'un cosmopolite, terme qui possédait alors encore les définitions que j'ai évoquées. Nous verrons tout à l'heure, plus en détail, ce qui, dans le texte, a pu justifier cette qualification et quelles sont les particularités de l'adaptation montaignienne. Bien, merci beaucoup Laurine. Cette notion de cosmopolitisme, dont tu viens de nous rappeler la double signification, me fait penser à une citation du père jésuite Jérôme Nadal, qui est un proche compagnon d'Ignace de Loyola, et qui affirme « Le monde entier est notre maison ». Donc ça rejoint le sens de ta première définition, à cela près que, évidemment, cette affirmation, elle s'inscrit dans une logique missionnaire. Et puis on sait par ailleurs que si une chose caractérise la mission jésuite, eh bien, c'est bien le principe de l'accommodation, qui est central. Alors Mathieu, je me tourne vers toi. Est-ce que tu pourrais à présent nous expliquer ce qui caractérise l'adaptation des jésuites en Chine? Oui, merci Nicolas.
Alors effectivement, l'adaptation est une notion centrale, indissociable, caractéristique de la missiologie jésuite. Elle n'est pas une exclusivité jésuite, mais elle est indissociable de la missiologie jésuite. Vous savez peut-être qu'une des vocations premières de la Compagnie de Jésus, dès sa fondation par Ignace de Loyola en 1540, a été d'évangéliser les peuples lointains et donc d'envoyer des missionnaires dans les 4 parties du monde. Et bien, dès le début, ces missionnaires avaient pour consigne d'apprendre la langue, de commencer à essayer de comprendre le fonctionnement des peuples qu'ils cherchaient à convertir, d'étudier leurs lois, leur système de croyances, etc. Donc l'adaptation chez les jésuites, elle relève d'abord à l'origine d'une stratégie d'évangélisation. En d'autres termes, si les missionnaires jésuites ont parfois développé un profond savoir sur les peuples qu'ils entendaient convertir, s'ils se sont pliés à leurs usages, ont adopté leurs coutumes et leur langue, c'était d'abord pour convaincre ces peuples de se convertir au christianisme. La voie de l'adaptation équivalait ainsi à une méthode d'évangélisation qu'on peut opposer à celle de la table ronde et qui consiste à récupérer ou à conserver tout ce qui ne s'opposait pas chez les peuples à convertir au dogme chrétien. Alors en Asie, et en particulier en Chine, l'adaptation s'est toutefois rapidement imposée comme une voie unique et nécessaire, non seulement pour entrer en contact avec la population locale, mais aussi pour obtenir l'autorisation d'entrer et de séjourner dans le pays. Contrairement à l'Amérique, où les missionnaires étaient bien souvent précédés de soldats et où les peuples à convertir étaient déjà politiquement soumis, la Chine a toujours dicté ses lois et imposé aux Européens désireux de pénétrer sur ces terres de s'y conformer. Et les jésuites semblent avoir été justement les plus prompts à en prendre pleinement la mesure, puisque c'est à eux que les autorités chinoises ont délivré le premier permis de résidence accordé à des Européens au XVIe siècle. C'était en décembre 1582, 75 ans après l'échec de la première ambassade portugaise envoyée auprès de l'empereur de Chine. Donc entre cette première ambassade européenne qui date de 1517 et la construction de la première résidence jésuite sur sol chinois dans la province de Canton en 1583, toutes les tentatives de négociation avec les autorités chinoises, et elles sont nombreuses, se sont soldées par un échec. La seule concession chinoise a été d'autoriser les Portugais à fonder un comptoir à Macao en 1557, où les marchands européens avaient le droit d'aller une fois par mois faire commerce à la foire de Canton, à condition de revenir avant la tombée de la nuit à Macao. Les missionnaires jésuites, eux, non seulement ils ont réussi à installer une résidence permanente en Chine, mais ils se sont également liés avec les plus puissants, certains des plus puissants mandarins du pays. Ils ont travaillé indirectement pour l'empereur, et le supérieur de la mission, Matteo Ricci, a même eu droit à des funérailles officielles dans la capitale en 1610. Eh bien, la clé de ce succès de l'intégration des jésuites au sein de la société chinoise, c'est précisément l'adaptation. Et ce que les jésuites ont très vite compris, c'est que pour s'adapter aux exigences de la Chine, il fallait commencer par étudier la Chine, son fonctionnement politique, son organisation sociale. En ce sens, l'adaptation découle d'abord d'une vaste enquête ethnographique. Entre saint François Xavier, qui est mort aux portes de la Chine en 1552, et l'entrée de Matteo Ricci en 1583, les jésuites se sont en effet attelés à réunir toutes les informations dont ils pouvaient disposer sur ce pays. Et d'après les documents de l'époque, c'est d'abord l'ignorance de la langue qui faisait obstacle à l'entrée des Européens en Chine, comme en témoigne une lettre d'un missionnaire jésuite qui date de 1565 et dont je cite une partie ici. Le mandarin demanda au père s'il connaissait la langue chinoise, et devant la réponse négative de ce dernier, lui dit qu'à cause de cela, il ne lui serait pas permis de circuler en Chine
parce qu'il lui faudrait un interprète, mais que s'il apprenait la langue, il pourrait bien y être autorisé. On comprend ici que l'adaptation, chez les jésuites, si elle supposait de connaître le fonctionnement de la société chinoise, d'en adopter les tenues vestimentaires et de se plier à ses lois et à ses usages, a d'abord été une adaptation linguistique. Il existe une lettre écrite par Alexandre Valignano, qui était le grand orchestrateur de cette première mission jésuite en Chine, qui est tout à fait éclairante à cet égard, et je vais en citer maintenant une partie. Quand je suis parti, c'est donc Valignano, supérieur de la mission, qui parle. Quand je suis parti pour le Japon, j'ai décidé que 2 pères devaient rester à Macao et qu'ils devraient se consacrer à la seule tâche d'apprendre la langue et les lettres de la Chine. Ils ont fait de tels progrès dans cette langue que quand je suis revenu du Japon, je me suis décidé à les laisser essayer d'entrer en Chine. Quant aux instructions qui me paraissaient convenir à cette tâche, je leur ai demandé de se présenter comme des hommes de lettres venus de pays lointains à cause de la renommée de la sagesse et des lettres chinoises. Ils se sont vêtus à la mode chinoise, avec des robes à longues manches et des coiffes à 4 cornes, comme certains lettrés du pays. Alors, les 2 missionnaires dont il est question dans cet extrait sont Michele Ruggieri et Matteo Ricci, et c'est grâce, à la lumière de cet extrait, on le constate, grâce à leur maîtrise de la langue mandarine, qu'ils sont parvenus à obtenir ce premier permis de résidence en Chine continentale. Mais si cette adaptation linguistique et cette adoption du vêtement chinois était une première étape nécessaire pour s'introduire dans le pays, elle ne suffisait pas pour se faire accepter pleinement dans la société chinoise. Comme le suggère cet extrait, et comme Valignano semble l'avoir très vite compris, il fallait également faire montre d'un vif intérêt pour la sagesse et les lettres chinoises. En d'autres termes, il fallait dépasser le stade de l'adaptation superficielle, c'est-à-dire l'adoption de la langue et des vêtements locaux, et s'introduire dans la culture chinoise. Et comme les missionnaires, une fois entrés en Chine, n'avaient presque plus aucun contact avec leurs supérieurs, avec leur hiérarchie, eh bien, il fallait aussi faire preuve d'un singulier esprit d'initiative, être capable d'adapter son comportement et son discours aux réactions des nouveaux interlocuteurs. Et nous verrons dans quelques minutes comment Matteo Ricci est parvenu à réunir tous ces ingrédients et à repousser les principes de l'adaptation jésuite pour devenir, aux yeux de ses hôtes, c'est ainsi qu'il l'appelait, le sage lettré venu d'Occident. Bien, merci beaucoup Mathieu, c'est tout à fait passionnant. Il me semble, à t'écouter, que cette contrainte qu'il y a pour les jésuites de s'adapter aux usages chinois s'accompagne d'une volonté de dissimulation. Volonté de dissimulation qui entend s'accommoder, si j'ose dire, précisément de cette contrainte. Et se présenter comme des hommes de lettres intéressés par la renommée de la sagesse et des lettres chinoises, etc. Il y a donc un lien à faire, évident, avec les textes que tu étudies, Yasmine, puisque les voyageurs européens qui traversent l'Asie, auxquels tu t'intéresses, se heurtent également à toutes sortes de situations qui leur demandent de s'adapter, mais qui va jusqu'à leur demander d'effacer quasiment tout marqueur identitaire, culturel qui leur sont propres. Donc une sorte de fusion. Est-ce que tu pourrais justement peut-être nous en dire davantage sur cette question d'adaptation et les enjeux qu'elle soulève dans le corpus qui est le tien? Mais bien volontiers, merci beaucoup Nicolas. Donc effectivement, moi je ne travaille pas sur des récits de missionnaires, pas non plus sur des auteurs qui, comme Montaigne, seraient connus pour d'autres écrits. Je travaille sur des voyageurs qui, depuis la France, partent pour la Perse et l'Inde au milieu du XVIIe siècle et qui ont en commun, même s'ils ont des différences, ils peuvent être venir de Paris, venir d'Anjou, être marchands, être curieux, être catholiques, être protestants. Malgré les différences, ils portent un intérêt commun à la Perse et à l'Inde à un moment de l'histoire qui débouchera, si j'ose dire, si j'ose parler comme ça, sur la création de la Compagnie française des Indes orientales.
sous l'impulsion de Colbert. Donc parmi ces voyageurs dont on a gardé d'amples récits, il y en a qui se distinguent par une remarquable faculté d'adaptation face à la diversité des situations et des contacts qui se présentent à eux. Mais tâchons pour commencer, et là j'en viens à ta question Nicolas, tâchons pour commencer de préciser et de prendre la pleine mesure de ce que représente finalement un tel voyage dans le contexte de l'époque, pour les Français en particulier. Les Français à l'époque ne peuvent pas compter, ne disposent pas de liaison commerciale par voie maritime pour se rendre, pour aller en direction de l'océan Indien, contrairement aux Anglais, aux Hollandais, aux Portugais bien sûr. Donc ils n'ont pas cet avantage et pour eux, l'aventure, pour les Français, l'aventure, si je puis dire, commence au moment de quitter Constantinople et de s'engager dans la voie caravanière. Et quitter Constantinople, ça veut dire quitter un certain confort que leur garantit l'accord, l'alliance contractée un siècle plus tôt entre le roi de France François Ier et le sultan ottoman Soleiman Ier, que les Français appellent volontiers Soliman le Magnifique. Une alliance qui a pu paraître contre nature, ou qui peut le paraître, hélas, encore aujourd'hui, mais qui avait pour but, notamment, de contrer l'expansion territoriale des Habsbourg. Alors l'aventure, je disais, commence au moment de quitter Constantinople et de rejoindre l'une des voies caravanières qui traversent l'Anatolie et permettent de gagner la Perse. Mais contre l'idée d'un Orient qui serait un espace homogène, ces voyageurs-là font très nettement l'expérience de la frontière. Ils ressentent très très nettement le passage de la frontière entre l'Empire ottoman et la Perse. Une frontière qui est presque constamment redessinée au gré des conflits qui opposent les deux puissances. De la même manière qu'il y a des conflits en Europe, il y en a entre l'Empire ottoman et la Perse, dans le cadre de guerres d'expansion territoriale, sans cesse rejouées, un contexte dans lequel la Perse d'ailleurs a pu chercher, elle aussi, à nouer des liens et des alliances avec l'Europe, comme en témoigne, je le dis en passant, la conférence de Frédéric Tinguely dans le cadre de ce festival. Lorsque donc un Européen, un Franc, passe outre les villes portuaires de l'Empire ottoman et se met en route pour la Perse, il incarne presque invariablement, aux yeux des autorités ottomanes, la menace d'une alliance contre l'Empire. Pour échapper aux soupçons d'espionnage, ces voyageurs se trouvent contraints de dissimuler, comme tu le disais Nicolas, leur identité franque. Si je me risque à parler d'identité franque ici, c'est avant tout pour retourner la formule essentialisante d'altérité orientale. Donc dissimuler, tâcher de passer incognito, et ce dans le but d'échapper aux soupçons d'espionnage. Alors il faut quand même reconnaître le paradoxe de la situation. Une situation dont on trouve un témoignage saisissant dans le récit d'un certain François de La Boulaye-le-Goût, un gentilhomme angevin qui se présente comme un voyageur mu par la curiosité. Dans son cas, l'épreuve de la frontière turco-persane est prolongée. Les autorités apparemment font durer le plaisir. Elle est prolongée, cette attente, cette épreuve, par des négociations portant sur le montant des douanes imposé à la caravane, qui est composée principalement de marchands arméniens pour la plupart, et donc qui doivent payer une douane, et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre les autorités et les marchands sur le montant de cette douane. Donc la Boulaye est coincée dans la ville limitrophe d'Erzurum, et voilà ce qu'il nous dit. Nous séjournâmes 16 jours à Erzurum, pendant lesquels je gardais la chambre. Et lorsque quelques Turcs ou Persans venaient voir Minas, donc un de ces marchands arméniens, avec lequel j'étais logé, je ne parlais point, de crainte d'être connu pour franc. Parce que ne sachant que le turc, il aurait pu demander à Minas qui j'étais, qui ne parlait pas arménien, et m'aurait fait avanie, et possiblement ne m'aurait-on pas permis de passer en Perse, de crainte que je ne fusse un espion. Mais la circonspection que j'apportais à mes actions me mettait à couvert. Outre que je n'avais aucune harde, c'est-à-dire aucun objet à la franque, et que j'étais vêtue à la turque avec le turban d'arménien, et savais assez de turc pour me faire entendre,
je changeai mon nom de Francesco, donc j'abandonnais mon nom de Francesco afin de n'être pas connu, parce que les Levantins, n'étant point accoutumés à ce mot de Francesco, m'appelaient Franck ou Frank, qui signifie européen, injure infâme parmi les musulmans, et me fis appeler d'Ibrahim Beg, qui signifie Seigneur Abraham. Donc cet épisode, qui constitue un temps fort du récit de La Boullaie, donne à voir le voyageur en reclus forcé qui a soin, comme tu le disais Nicolas, de dissimuler tout signe identitaire, abandonnant sa langue et ses habits de franc. Et adapter sa coiffure paraît ici indispensable. La Boullaie n'a d'autre choix que de troquer au profit du turban d'Arménien un chapeau qu'il aurait aussitôt désigné comme chrétien d'Europe. Mais rien ne disait mieux l'identité du voyageur que son prénom, François, ou plutôt Francesco, signe d'une adaptation par étapes. Ce nom renvoie évidemment à l'embarrassante qualité de franc. Donc, chez La Boullaie, pour répondre à ta question, Nicolas, l'adaptation relève d'abord d'une nécessité pratique, très très clairement. Mais comme pour Montaigne, on verra tout à l'heure qu'il investit, La Boullaie, cette nécessité pratique ou cette adaptation aussi sur un plan plus philosophique. Et sur un autre plan encore que j'aurais tendance à qualifier de rhétorique, c'est-à-dire comme un outil d'accréditation. Mais je m'arrête là pour l'instant, histoire de ménager un peu de suspense sur le sort de ce pauvre La Boullaie qui attend de pouvoir entrer en Perse. Alors, est-ce qu'il va y arriver ? On le verra tout à l'heure. Merci beaucoup, Yasmine. Peut-être préciser que le corpus de texte sur lequel tu travailles est beaucoup moins connu et beaucoup moins étudié que ça n'est le cas, évidemment, de Montaigne et même de Matteo Ricci. Alors on voit déjà qu'il y a vraiment matière à dialogue, hein. Il y a beaucoup d'éléments qui se croisent et nous pourrons en parler tout à l'heure, mais je crois qu'il est important de revenir sur les cas que vous avez annoncés, aussi parce que ce sera l'occasion d'illustrer, de mettre en pratique un peu la méthode dont je parlais dans mon introduction. Et je me tourne à nouveau vers toi, Dorine. Donc on va revenir à la figure fameuse de Montaigne. Et est-ce que tu pourrais justement préciser maintenant, à partir d'exemples concrets, quelles sont les caractéristiques du cosmopolitisme de Montaigne? En quoi peut-il être qualifié de cosmopolite? Et puis encore, quel est ou quels sont ses usages de l'adaptation? Bien sûr, avec plaisir. Merci Nicolas. Donc, je vais essayer de vous montrer, en utilisant quelques exemples, en quoi la manière de voyager de Montaigne, mais aussi sa philosophie du voyage, peuvent être qualifiées de cosmopolites. Alors Montaigne adopte à plusieurs égards, dans le voyage qui le mène de juin 1580 à novembre 1581, de France en Suisse, en Allemagne, Autriche, puis en Italie, une posture caractérisée à la fois par un détachement de sa patrie et par une volonté très forte de s'adapter aux cultures auxquelles il est confronté. Son secrétaire, qui prend en charge, comme je l'ai dit, la première partie du journal, note ce comportement lors de leur passage en Suisse. Je cite « Monsieur de Montaigne, pour essayer tout à fait la diversité des mœurs et façons, se laissait partout servir à la mode de chaque pays, quelques difficultés qu'il y trouva. » Il y a chez Montaigne un désir d'expérimenter la différence de la manière la plus complète possible. Le tout à fait est essentiel ici, essayer tout à fait la diversité. Un désir, pour reprendre l'expression devenue célèbre de son essai sur l'institution des enfants, un désir de frotter et limer sa cervelle contre celle d'autrui. Une formule qui évoque un processus d'altération lors de la rencontre, une confrontation par frottement au plus près, qui va jusqu'à limer, polir et donc altérer la cervelle du voyageur, et on peut le penser également la cervelle de l'autre, de l'individu rencontré en chemin. On doit donc, selon Montaigne, accepter que l'autre nous change, ce qui implique un état d'ouverture et de disponibilité, ainsi qu'une disposition à surmonter les difficultés de l'adaptation à la nouveauté, tout en renonçant momentanément à ses habitudes.
Alors, durant son voyage, l'adaptation de Montaigne au pays qu'il traverse s'accompagne d'un détachement sensible et assez exceptionnel pour son époque vis-à-vis de la France. Cette attitude s'exprime d'abord par sa capacité à reconnaître à un usage étranger une valeur plus grande qu'à l'usage français. Et puis, Montaigne voyage en évitant à tout prix le contact de ses compatriotes et en oubliant autant que possible les usages de son pays. Alors, rien n'illustre mieux, à mon avis, cette volonté de se détacher de la France pour se tourner entièrement vers l'étranger que sa décision d'écrire la 3e partie du journal en italien. Il écrit, je cite, « Essayons de parler un peu cette autre langue, me trouvant surtout, ici il faut comprendre d'autant plus que je me trouve, dans cette contrée, où il me paraît qu'on parle le langage le plus pur de la Toscane. » Adopter la langue du pays, non pas simplement dans le but de se faire comprendre, mais dans l'intimité d'un journal, c'est manifester une volonté de s'adapter de la façon la plus totale et de se faire italien pour un temps. Alors, vous avez peut-être remarqué que le verbe « essayer », qui n'est jamais anodin sous la plume de l'auteur des Essais, apparaît dans les 2 passages que j'ai cités. Montaigne veut essayer la différence. Il ne s'agit pas simplement de respecter les mœurs étrangères, mais selon les définitions du verbe « essayer » à l'époque, de les expérimenter et de se mettre ainsi soi-même à l'épreuve en engageant tout son être dans cette expérience de l'autre. L'immersion totale doit permettre de se laisser imprégner par la différence. Et en ce sens, on peut dire que le journal de voyage s'inscrit tout à fait dans l'entreprise des essais. Montaigne en voyage fait l'essai de lui-même en s'observant essayer l'autre. Le journal lie donc étroitement écriture de soi et écriture du monde, en ce qu'il nous donne à voir un Montaigne attentif à l'altérité dans ses moindres détails, mais aussi attentif à soi, tant dans les descriptions minutieuses qu'il fait de son corps souffrant de ce qu'on appelait à l'époque la gravelle, c'est-à-dire de calculs rénaux, que dans le regard réflexif qu'il porte sur sa façon d'appréhender la différence et de s'y accommoder. Alors, je vais vous donner un exemple qui est peut-être l'exemple le plus frappant, tant de la difficulté de l'adaptation que de sa réussite. C'est l'exemple de la couette germanique. La première description des chambres à coucher de Suisse alémanique révèle chez Montaigne une réticence considérable à l'idée de dormir sous le fameux duvet détesté des voyageurs français. Il est important de remarquer que l'essai que fait Montaigne de la différence n'exclut pas un jugement de cette différence. Donc la mise à l'épreuve, puisque c'est, comme je l'ai dit, l'un des sens du mot « essai » à l'époque, cette mise à l'épreuve porte en réalité à la fois sur soi, on se met soi-même voyageant à l'épreuve, et aussi sur les coutumes de l'autre, qu'il ne s'agit pas d'accepter d'emblée sans exercer son esprit critique. Mais Montaigne est capable aussi de revenir sur une première opinion négative. Un peu plus tard, en effet, de passage à Lindau, il adoptera la couette avec enthousiasme. Et arrivé en Italie et retrouvant des lits à la française, il ira jusqu'à regretter les lits germaniques. L'adaptation n'a pas seulement consisté pour lui à supporter une habitude étrangère et de prime abord repoussante, mais à la faire sienne au point de la préférer ensuite à un usage auquel il était accoutumé depuis toujours. Il semble que Montaigne se soit tellement fait à la culture allemande qu'il appréhende désormais le reste du monde, ou plutôt de l'Europe, comme s'il était devenu un peu allemand. Si la France apparaît encore à plusieurs reprises comme point de comparaison, dans cette partie en Italie, c'est toutefois le comparant germanique qui domine. Montaigne devra donc, en Italie, s'engager dans un nouveau processus d'adaptation afin de se dégager des habitudes allemandes qu'il avait si bien adoptées et de se faire à la manière italienne. L'accommodation semble cette fois plus lente, mais elle a tout de même lieu,
Ainsi, alors qu'il était initialement peu pressé de rejoindre Rome et exprimait à son arrivée des jugements très sévères à l'égard de la ville du pape, il déclare, lors de son deuxième séjour et dans la partie qu'il rédige lui-même, je cite, « Les douceurs de la demeure de cette ville, donc Rome, s'étaient de plus de moitié augmentées en la pratiquant. Je ne goûtais jamais air plus tempéré pour moi, ni plus commode à ma complexion. » Montaigne ne s'acclimate donc pas immédiatement et sans effort. Il se fait aux particularités d'une ville en la pratiquant. L'expression que Montaigne utilise afin de décrire sa propre attitude de voyageur est vraiment essentielle pour comprendre son adaptation. Il s'agit d'une expérience active de la découverte de l'altérité, d'une pratique, en la pratiquant, une pratique de la vie dans un lieu nouveau. Le parcours qu'effectue Montaigne en Allemagne d'abord, puis une nouvelle fois en Italie, pour s'adapter et tenter de s'intégrer dans la culture étrangère, est loin d'être aisé. Et même si notre voyageur semble se distinguer par une capacité exceptionnelle à se faire autre, la rencontre avec l'altérité pose quantité de difficultés à surmonter. Il y a donc un effort à faire pour être cosmopolite, si le cosmopolitisme n'est pas seulement le fait de déclarer qu'on est citoyen du monde, mais de tenter de l'être dans la pratique, en s'adaptant autant que possible aux différents peuples auxquels on est confronté, afin de se fondre en eux comme si l'on en faisait partie. Il ne s'agit donc pas, chez Montaigne, d'être à tout moment citoyen de partout, mais d'avoir en puissance cette capacité à s'intégrer dans un autre peuple. Son cosmopolitisme est donc évolutif. Lorsqu'il est en Allemagne, il n'est pas citoyen de partout, mais d'abord français, manifestant le désir de s'adapter à l'Allemagne, puis il se sera si bien adapté qu'il en viendra à se sentir un peu allemand. En Italie, il sera un Français qui vient de s'adapter aux mœurs allemandes et s'efforce d'acquérir les manières italiennes. Et c'est vraiment ce cheminement et ce désir de se fondre à chaque fois dans une nouvelle altérité qui font de Montaigne un cosmopolite. Alors, j'aimerais terminer en citant un passage des Essais. Je n'aurai pas le temps de le commenter, mais il rejoint tout à fait ce que nous avons pu constater jusqu'ici dans le journal de voyage. C'est un passage que je trouve d'une grande force. Il se trouve au chapitre intitulé « De la vanité », un chapitre des Essais, qui a été rédigé par Montaigne après son voyage et qui a donc été nourri par cette expérience de voyage. La diversité des façons d'une nation à autre ne me touche que par le plaisir de la variété. Chaque usage a sa raison, soit des assiettes d'étain, de bois, de terre, bouillies ou rôties, beurre ou huile, de noix ou d'olive, chaud ou froid, tout m'est un, c'est-à-dire tout me convient pareillement d'une certaine manière. Quand j'ai été ailleurs qu'en France, et que pour me faire courtoisie, on m'a demandé si je voulais être servie à la française, je m'en suis moquée. Et je me suis toujours jetée aux tables les plus épaisses, les plus fournies d'étrangers. J'ai honte de voir nos hommes, donc c'est les Français, enivrés de cette sotte humeur de s'effaroucher des formes contraires aux leurs. Il leur semble être hors de leur élément quand ils sont hors de leur village. Où qu'ils aillent, ils se tiennent à leur façon et abominent les étrangères. Retrouve-t-il un compatriote en Hongrie, il festoie cette aventure. Les voilà à se rallier et à se recoudre ensemble, à condamner tant de mœurs barbares qu'ils voient. Pourquoi non barbares, puisqu'elles ne sont françaises ? Merci beaucoup, Dorine. S'il y a une personne qui se situe aux antipodes des Français que stigmatise Montaigne, dans le passage savoureux que tu viens de nous lire, c'est bien Matteo Ricci. Tu as convoqué l'idée de l'immersion totale. Si une figure, évidemment, à l'époque moderne, incarne cette immersion totale, c'est bien celle de Matteo Ricci. Cela, évidemment, soulève plusieurs questions.
adopter un usage étranger jusqu'à en faire sa préférence, c'est ce que tu nous disais également, mais également la question qui est devenue une question classique depuis un livre célèbre de Subramaniam, jusqu'où peut-on devenir autre, en quelque sorte. Alors, Matteo Ricci, évidemment, c'est un cas tout à fait singulier, tout à fait exceptionnel, mais cette exceptionnalité, elle a, disons, une incidence sur sa manière de pratiquer son adaptation, et comme tu vas nous l'expliquer, sur quasiment une adaptation à double vitesse qu'il doit effectivement pratiquer dans la situation extrêmement singulière qui est la sienne. Effectivement, je vais maintenant vous parler de Matteo Ricci. Il était question dans la première partie de mon intervention de l'adaptation à la Chine telle que l'ont préconisé les supérieurs, la hiérarchie jésuite. Vous allez voir maintenant que le héros de cette mission s'émancipe un peu de ces préceptes qui lui sont donnés, des consignes de ses supérieurs pour pousser vraiment l'adaptation jusque dans ses derniers retranchements. C'est ce que je vais essayer de vous montrer en quelques minutes. Donc Matteo Ricci, c'est la grande figure de cette première mission jésuite en Chine. Il arrive à Macao en 1582, à l'âge de 30 ans. L'année suivante, il s'installe en Chine continentale pour ne plus jamais quitter le pays jusqu'à sa mort, 27 ans plus tard, en 1610. Au début de la mission, son supérieur Valignano lui donne quelques instructions relatives à une méthode d'évangélisation adaptée à la Chine, mais c'est donc à lui que reviennent les principales initiatives de l'orientation de la mission. Et très vite, Ricci prend conscience qu'il ne suffira pas de parler la langue mandarine et de revêtir les habits locaux pour convertir les Chinois au christianisme. Il prend alors une initiative assez hardie pour un missionnaire, et cette initiative, c'est de laisser de côté la prédication pour se concentrer, se consacrer presque entièrement, complètement, à son intégration au sein de la société chinoise. Il comprend en fait très vite que la Chine, au même titre que l'Europe chrétienne, est animée d'un profond sentiment de supériorité, et que, avant d'essayer d'y introduire une nouvelle religion, eh bien, il faut commencer par susciter l'intérêt de ses hôtes pour ce qu'il appelle dans ses écrits les choses de l'Europe, tout en ménageant leur orgueil. C'est un autre point important, vous allez le voir. Donc, pour y parvenir, Ricci a mené toutes sortes d'activités sociales, scientifiques, intellectuelles. Il a mené des débats philosophiques avec des lettrés confucéens, publié des traités de morale en mandarin, pour essayer de concilier sagesse chrétienne et sagesse confucéenne. Il a traduit et publié en mandarin également les éléments d'Euclide, construit des horloges, etc. J'aimerais prendre maintenant un exemple précis, l'exemple d'un objet en particulier qui incarne à lui seul, me semble-t-il, la conception riccienne de l'accommodation culturelle ou de l'adaptation. Il s'agit d'une mappemonde chinoise réalisé par Ricci avec la collaboration de savants mandarins lettrés. Il faut savoir qu'à l'époque, la cosmographie traditionnelle chinoise considérait que la Terre était carrée et que le ciel était rond. Et surtout, les cartes du monde chinoises faisaient voir un immense pays au centre, la Chine, entouré de quelques petites contrées, le reste du monde. En Europe, la science cartographique était en plein essor et les cartes du monde commençaient à gagner en précision et à ressembler à celles qu'on connaît aujourd'hui, comme vous allez le voir à l'écran. Donc Ricci, lui, qui s'intéressait à tout, il avait emporté une de ces cartes modernes dans ses bagages, probablement un exemplaire du Typus Orbis Terrarum d'Abraham Ortelius, celle que vous avez à l'image, parue à Anvers en 1570, une des cartes les plus abouties de l'époque. Et cette carte, elle a suscité la curiosité de ces visiteurs chinois
Et Ricci s'est empressé d'en faire une version sinisée, comme il en fait part dans ses mémoires. Je vous cite un passage des mémoires de Ricci. Dans la salle de la maison était suspendue une description cosmographique en caractères européens. Les lettrés chinois la regardaient avec plaisir. Et quand ils eurent entendu que le plan de tout le monde était vu et lu en cette description, ils prirent grand désir de la pouvoir lire en lettres chinoises. Donc l'adaptation de la cartographie européenne, on le constate ici, a dans un premier temps été une adaptation linguistique. Il s'agit pour Ricci de traduire les caractères latins pour communiquer un savoir cartographique européen. Et cette carte, une fois traduite, elle va plaire, mais elle va surtout susciter de grandes objections et obliger Ricci à développer davantage, à repousser le principe d'adaptation au-delà de la simple adaptation linguistique. Bien que vivement intéressé par ce nouveau savoir géographique et convaincu aussi par les explications scientifiques de Ricci, les savants chinois se sont montrés en effet surpris, pour ne pas dire vexés, de voir leur pays, l'Empire du Milieu, réduit à de si petites proportions et surtout repoussé dans les bords de la carte. Ricci a alors décidé d'opérer une petite modification qui, à l'en croire, va contenter tout le monde. Voilà ce qu'il écrit dans ses mémoires. Les Chinois étaient surpris de voir que leur pays fut rejeté par nos géographes aux confins de l'extrémité de l'Orient. Je décidai donc de changer un peu notre projet, c'est-à-dire notre projection cartographique, et rejetant le premier méridien des îles Fortunées aux marges de la description géographique à droite et à gauche, je fis que le royaume de la Chine se voyait au milieu de la description, à leur grand plaisir et contentement. Donc, pour faire accepter ce nouveau savoir géographique à ses hôtes, Ricci propose une représentation du monde qui s'émancipe de l'européocentrisme. En d'autres termes, il sacrifie la centralité de l'Europe, qui relève au fond d'un choix arbitraire, pour placer la Chine au centre de la carte. Et ce geste me semble hautement symbolique et surtout représentatif de l'accommodation telle que la conçoit Ricci. Pour lui, le monde n'a pas de centre, peu importe l'emplacement des latitudes, ce qui compte, c'est le savoir qui se donne à lire sur la carte. Cette conception de la science, eh bien, elle se retrouve dans sa conception de l'évangélisation. Ricci était en effet convaincu que le christianisme ne saurait entrer en Chine qu'une fois débarrassé de son ancrage culturel européen. Mais nous verrons plus tard que cette tentative de sinisation du christianisme a suscité les plus vives objections au sein de l'Église, les tenants de l'orthodoxie chrétienne n'ayant pas la même souplesse que les cartographes européens. Mais revenons d'abord à cette carte, parce que Ricci ne s'est pas contenté de ce simple décentrement, il a également intégré de nombreux éléments des savoirs cartographiques chinois pour proposer une description de l'Empire du Milieu et des pays voisins bien plus riche qu'Ortelius. Sa carte vient ainsi enrichir celle d'Ortelius en précisant la description de l'Extrême-Orient et en particulier la description de l'intérieur de la Chine. Grâce à sa collaboration avec des savants locaux, des cartographes locaux, Ricci a donc pu réunir les connaissances cartographiques chinoises et européennes de l'époque. Il aurait d'ailleurs inventé une dizaine de néologismes en mandarin, dont plusieurs toponymes seraient encore en usage aujourd'hui. Vous voyez donc que l'adaptation ou l'accommodation chez Ricci, elle ne consiste pas seulement à se décentrer pour adopter le point de vue des autres, mais qu'elle se fonde aussi sur le dialogue, la coopération et le partage des connaissances. Cette carte, c'est en effet le fruit d'une hybridation des savoirs, comme d'ailleurs les traités de morale publiés par Ricci en mandarin que j'ai évoqués tout à l'heure. Ces traités ne visent pas tant à diffuser des connaissances européennes qu'à essayer de réunir, de réconcilier sagesse de l'Antiquité gréco-latine et sagesse confucéenne, à les faire dialoguer pour les amener à se rencontrer.
Alors maintenant, ce qu'il y a de fascinant chez Ricci, c'est qu'il ne s'est pas contenté d'adapter son discours aux attentes et son comportement aux attentes et aux exigences de la Chine. Il a également adapté son discours sur la Chine, donc ses écrits, aux attentes de l'Europe chrétienne. Et pour le dire autrement, l'accommodation culturelle sur le plan pratique chez Ricci se double d'une accommodation textuelle dont le principal enjeu est de convaincre ses lecteurs européens que seul un christianisme sinisé ne saurait être accepté en Chine. Et la lecture lente, rapprochée de ces mémoires, la confrontation de ce texte des mémoires de Ricci avec les autres documents de l'époque, également avec les données historiques dont on dispose aujourd'hui, révèle en effet que la représentation de la Chine et aussi du déroulement de la première mission jésuite sont orientées vers cet objectif, c'est-à-dire convaincre le lecteur que les rites chrétiens doivent être adaptés au contexte chinois. Et c'est précisément là que Ricci a provoqué les plus grandes objections. Pour aller vite, c'est cette démarche qui est à l'origine de la querelle des rites chinois, que le pape condamne au XVIIe siècle, et qui est même en partie responsable de la suppression de la Compagnie de Jésus au XVIIIe siècle. C'est dire les conséquences que peut provoquer la voie de l'adaptation. En fait, grâce à sa profonde connaissance et compréhension de la société chinoise, Ricci prend conscience de ce qu'un sinologue, Éric Zurcher, a appelé l'impératif culturel. En bref, cette expression, cette notion, traduit l'idée que pour être acceptée en Chine, toute nouvelle croyance doit être conforme aux enseignements, ou devait être conforme aux enseignements de Confucius. Dans la société chinoise de l'époque, la doctrine confucéenne représentait l'orthodoxie, non seulement d'un point de vue religieux, mais aussi rituel, social et politique. Ainsi, par exemple, pour prendre un des points qui a conduit à la querelle des rites, refuser aux Chinois qui voulaient se convertir de continuer à pratiquer le culte des ancêtres, un culte imposé par l'orthodoxie confucéenne, c'était non seulement risquer de voir les Chinois renoncer à leur conversion, mais aussi risquer de se voir expulsés du pays. Ricci s'est donc employé à démontrer, et c'est là que ça devient délicat, à démontrer à ses lecteurs que ces rites n'avaient rien d'incompatible avec le christianisme. Il fallait, pour ce faire, montrer qu'ils n'avaient pas de caractère religieux et qu'ils relevaient simplement de la civilité, ce qui n'était en réalité pas tout à fait le cas. Tout anthropologue qui se pencherait sur ces rites aujourd'hui y verrait des signes religieux. Et on constate d'ailleurs dans la description de ces rites un embarras manifeste de Ricci qui multiplie les justifications suspectes. Voici cette description traduite de l'italien. La chose la plus solennelle parmi ces lettrés et appliquée par le roi jusque dans ses moindres détails, ce sont les offrandes de viande, de fruits, de pièces de soie ou de papier pour les plus pauvres et de parfums à leurs ancêtres défunts, durant certaines périodes de l'année. Ainsi manifestent-ils leur respect pour leurs ancêtres, c'est-à-dire en servant les morts comme s'ils étaient vivants. Ils ne pensent pas pour autant que les morts viennent manger les dites choses ou qu'ils en ont besoin, mais ils disent faire cela parce qu'ils ne connaissent pas d'autres moyens pour témoigner leur amour et leur gratitude envers leurs ancêtres. Et certains nous ont dit que cette cérémonie a davantage été instituée pour les vivants que pour les morts, c'est-à-dire pour enseigner aux enfants et aux gens ignorants, ceux-ci voyant que les personnes graves continuent à faire les offrandes qu'ils avaient l'habitude de faire à leurs aïeux quand ceux-ci étaient vivants jusqu'après leur mort, à honorer et à servir leurs parents encore vivants. Et du moment qu'ils ne prêtent à ces morts aucune divinité, qu'ils ne leur demandent rien et n'attendent rien d'eux, tout ceci est exempt de toute idolâtrie. Sans doute pourrait-on encore dire qu'il n'y a là aucune superstition, même s'il est préférable de transférer les offrandes faites aux âmes des défunts en aumône aux pauvres quand ils seront chrétiens. Alors, il faudrait s'arrêter un peu longuement sur cet extrait, mais je n'ai pas le temps de l'analyser en détail. Je tenais quand même à le montrer.
parce que on constate à la première lecture que ce propos obéit à une orientation stratégique et qu'il relève en ce sens d'une forme d'accommodation textuelle, et là il y a un peu de dissimulation, destinée à valider l'autorisation de ces rites. Ce passage, il illustre en fait parfaitement cette posture délicate dans laquelle se trouve Ricci, qui est pris en tenaille entre les exigences de l'Europe chrétienne et celles de la Chine des Ming, et qui l'a poussé à déployer ce double mouvement accommodatif. Matteo Ricci, il était selon moi convaincu que sagesse chrétienne et sagesse confucéenne n'avaient rien de contradictoire, mais il était également conscient que certaines concessions, et dans ce cas-ci une concession d'ordre rituel, était nécessaire à l'avènement d'un christianisme sinisé. Bien, cette conviction idéologique, d'une part, et ce réalisme politique, d'autre part, l'ont conduit à certains bricolages conceptuels et textuels, comme en témoigne cet extrait. Et il y a la matière à se demander si ce n'est pas pour avoir repoussé l'adaptation au-delà de ces frontières, aux frontières du métissage, que Ricci a réussi à instaurer un dialogue interculturel si profond avec la Chine de l'époque, mais que sa méthode a fini par être condamnée par l'Église au XVIIe siècle. Merci beaucoup Mathieu. Les objets que tu nous as présentés sont vraiment des objets magnifiques qui sont des objets hybrides. Et qui témoignent donc de formes poussées de métissage, en effet. Je vais être court dans ma transition parce qu'on a déjà pris un petit peu de retard et j'aimerais pas qu'on empiète trop sur le temps de discussion, mais je me tourne vers toi, Yasmine. Tu nous as laissé en suspens à la frontière persane. Alors on se doute bien que le voyageur va peut-être parvenir à la franchir, mais ce qui nous a retenu en haleine, c'est avant tout de savoir comment Laboulaye investit l'adaptation sur les plans philosophiques et rhétoriques, tu nous en as parlé, pour leur imposer son expertise de voyageur. Oui, très bien. Oui, on avait laissé Laboulaye Ibrahim Beg en mauvaise posture, mais donc soyez rassurés, il a pu entrer en Perse et traverser la Perse presque sans encombre. Il y a quand même eu quelques couacs. En fait, les personnes ne comprennent pas très bien pourquoi Laboulaye en fait garde son habit levantin, comme il l'appelle, en Perse, alors que le danger est passé. Il garde son turban d'Arménien. Et la question se pose de façon encore plus aiguë en Inde, dans les pages indiennes de la relation. Et là, je voudrais commenter, mais très brièvement, une gravure qu'on trouve donc dans ces pages indiennes. Je pense que je dois appuyer là-dessus, peut-être. Ah voilà, ça marche. Donc voilà. Donc le voyageur est représenté en tailleur sous un arbre, vous le voyez, qui le protège d'un soleil ardent, qui protège également du bétail que vous voyez sur la droite. Il peut déposer ses armes sur la gauche. On constate un effet de symétrie avec ce que la légende désigne comme une petite pagode, c'est-à-dire un lieu de culte, en l'occurrence hindou. Il y a également une légende qui rappelle le nom d'Ibrahim Beg que se donne le voyageur. Et donc, c'est un arbre. L'arbre lui-même est un lieu de culte. Il y consacre Laboulaye plusieurs paragraphes. Il explique quel est l'objet de la vénération. Et ensuite, il donne son expérience subjective de cet arbre. Il fait appel à son expérience du terrain au plein sens du terme. C'est, nous dit-il, parce qu'il a campé sous cet arbre qu'il a pu prendre la pleine mesure de ses vertus, en fait. Et il rapporte que 3 catégories de personnes sont capables d'estimer cet arbre à sa juste valeur. Les pauvres, qui y trouvent le gîte, les pénitents et les voyageurs. Alors, donc, l'expérience du terrain et le remarquable effort d'adaptation qui la seconde permettent aux voyageurs de rationaliser en fait l'origine de ce culte, de la vénération dont fait l'objet cet arbre, dont, nous dit-il, certains hindous n'osent cueillir une feuille, de crainte de mourir dans l'an.
Donc lui, il rationalise, il dit que c'est parce que cet arbre a une vraie utilité qu'il a été rendu en quelques vénérations par Rama. La démarche de La Boulaye ici rappelle quand même un petit peu la démarche des missionnaires jésuites dont tu parles, hein, l'effort de séparer ce qui relève de la superstition de ce qui peut être conservé même dans le giron de l'Église chrétienne. Mais contrairement à la Chine, dont tu t'occupes Mathieu, l'Inde fait, elle, déjà l'objet d'une implantation coloniale à travers les Estado de India portugais. Et les missionnaires, même jésuites, tendent à Goa à appliquer à Goa la méthode de la table rase dont tu parlais, dans le sens où ils détruisent des reliques et autres objets de vénération. Donc l'ouverture d'esprit de La Boulaye mérite ici d'être soulignée et elle semble obéir avant tout non pas à une volonté évangélisatrice, mais à une forme de curiosité dont on pourra discuter peut-être en lien avec celle de Montaigne. Et là, j'aimerais citer très très brièvement quelques lignes de son avis au lecteur. Il dit ceci en préambule de sa relation. « Toutes les nations disent d'elles-mêmes ce qu'un chacun pense de la sienne et n'estiment que ce qui leur est en usage, si bien que pour connaître celles qui agissent avec plus de raison, il est nécessaire de se dépouiller de soi-même. » On remarquera donc la métaphore du dépouillement qui est révélatrice, il me semble, de la valeur symbolique associée à l'accommodation vestimentaire comme le signe d'une transformation plus profonde de nature philosophique. Alors j'en viens maintenant au troisième plan sur lequel opère l'adaptation de La Boulaye, un plan que j'aurais tendance à qualifier de rhétorique, chose dont on pourrait discuter si l'occasion se présente. On se souvient des efforts de La Boulaye pour passer inaperçu à l'entrée en Perse. Et on trouve en fait sur le chemin du retour un épisode qui fait écho à cette épreuve initiale. Après 1 an de séjour en Inde, donc La Boulaye amorce son retour vers l'Europe, mais lorsqu'il il embarque de nouveau sur le golfe Persique, et ensuite, plutôt que de passer par l'Anatolie pour rejoindre la Méditerranée, il passe par l'actuel Irak. En ce sens, il est une sorte de touriste en fait, il ne veut pas reprendre le même chemin pour rentrer. Et là, les tensions entre Persans et Ottomans sont pas moins importante en fait. Au contraire, les Ottomans viennent de reprendre la ville de Bagdad aux Persans et donc la situation est assez tendue. À la porte de Bagdad, justement, La Boulaye doit redoubler de simulation-dissimulation afin que son incognito ne soit pas perçu comme l'œuvre d'un espion. Et c'est la dernière citation que je donne. Il dit ceci. Donc à propos de Bagdad, « Je pris résolution d'y entrer par la voie de terre, inconnue. J'abandonnai mon bagage et une partie de mon argent dans la barque sur la bonne foi du raïs, c'est-à-dire le capitaine en l'occurrence, et pliai mon turban comme un cassis ou religieux arménien, avec un pot à l'eau dans ma main. Étant arrivé auprès de la porte de la ville, je vis en haie 40 ou 50 janissaires de la garde de cette ville. Je fus un peu surpris. Et me souvint d'avoir été en Perse, ce qui est un crime pour un franc chez les Ottomans, parce qu'ils soupçonnent avec raison que plusieurs Européens passent inconnus par la Turquie pour porter en Perse des lettres des princes chrétiens pour obliger le Shah de venir assiéger et surprendre Bagdad. Dans cette crainte et appréhension d'être connu, j'aperçus un ruisseau proche de la porte de la ville où je fus reprendre un peu mes esprits et me laver la face, les mains et les jambes à la vue des janissaires pour leur donner quelques croyances que j'étais homme de bien. Et, ayant empli mon pot à l'eau, je passai au milieu d'eux et leur dis tout doucement « Salam alek », qui est leur salut. Et eux me répondirent « Alikum salam et cassis », qui veut dire « Le salut te retourne, bon religieux », sans s'enquérir d'où je venais, ni où j'allais, ni qui j'étais. On aura noté, bon, c'était peut-être un détail, mais j'aimerais la souligner, cette complicité au double sens du terme entre le voyageur et le capitaine de son embarcation locale. Mais ce qui retient évidemment l'attention, c'est que La Boulaye se livre à la mise en scène de ses ablutions
et de façon tout à fait ostentatoire, avec ensuite un salam alek qui achève de convaincre les janissaires, dont la réponse confirme au passage la maîtrise de ce que j'appelle chez Laboulaye la grammaire du turban. Donc pas seulement maîtrise de la langue, mais maîtrise de la façon de plier son turban. Donc ici, l'habit tient lieu de sauf-conduit, puisque les janissaires, Laboulaye insiste bien sur ce point, ne s'enquièrent ni de sa provenance, ni de sa destination, ni de son identité. En ce sens, le vêtement, secondé par la mise en scène que j'évoquais, acquiert un caractère performatif. Si Laboulaye inscrit dans sa relation le détail de ses singeries de caméléon, de ses premiers pas en terre ottomane à l'entrée dans Bagdad, ce pourrait être pour attester l'acquisition d'une telle expertise. Alors je vais essayer d'être brève ici. Laboulaye nous montre comment la simple dissimulation devient peu à peu une simulation assumée, de muet qu'il était lorsqu'il a voulu franchir pour la première fois les portes de la Perse. Il en vient à prendre l'initiative de saluer en langue turque. Alors les choses commencent à être particulièrement savoureuses lorsqu'on constate que le motif du voyageur travesti se poursuit jusqu'en Europe. À Livourne, on voit ainsi Laboulaye s'embarquer pour Rome en habit de persan, de crainte, nous dit-il, des Castillans et de leurs vassaux napolitains dans le contexte de la guerre franco-espagnole. De même, près de Savone, il dit ceci: « Je passais un autre village de la domination de Castille où j'eus peur d'être arrêté, et sans mon habit persan qui me faisait croire levantin, je n'aurais pu passer sûrement. » À Turin, dont la citadelle est entre les mains des Français, il semble que le voyageur n'ait toujours pas quitté son accoutrement. Il le revêt, du moins pour aller rendre visite à leurs altesses de Savoie, qui ont souhaité le rencontrer. Et il dit ceci: « Je les saluais à la façon des Persans, desquels j'avais encore l'habit, et leur fis offre de mon service. » Le voyageur se voit alors poser plusieurs questions sur la force du Turc, sur les coutumes des Persans, sur la situation de la Tartarie, sur la fertilité de la Palestine. Et le voyageur y répond, et la duchesse de Savoie, Christine de France, paraît tout à fait satisfaite à l'en croire de sa réponse. Or, petit détail, le voyageur n'a jamais été en Tartarie, et il a peut-être traversé la Palestine, mais il s'est pas arrêté, enfin il n'est pas passé par Jérusalem, une étape qui paraît pourtant incontournable, mais dont il s'est trouvé, dit-il, diverti. Alors voilà, l'anecdote turinoise a quelque chose de révélateur du pouvoir de légitimation de l'habit levantin. Avec un salut à la façon des Persans, le vêtement autorise, au sens fort du terme, la prise de parole du voyageur. On voit qu'on rompt complètement ici avec la logique du voyageur caméléon. En Turquie, principalement, l'habit levantin, comme il l'appelle, et la maîtrise des significations associées à la façon de plier son turban devait surtout permettre aux voyageurs de se fondre dans la masse de la caravane. En revanche, lorsqu'il se dépeint arborant ce même vêtement sur les routes d'Europe, eh bien, c'est la distinction, tout au contraire, qu'il recherche. Et cette volonté de distinction s'exprime de manière particulièrement saisissante dans le portrait qui se trouve au seuil de l'ouvrage, en regard de la page de titre. Le voici. Donc je lis simplement rapidement la légende, mais on pourra peut-être y revenir dans la discussion s'il y a un intérêt. Portrait du sieur de Laboulaye-le-Goût, en habit levantin, connu en Asie et Afrique sous le nom d'Ibrahim Beg, et en Europe sous celui de voyageur catholique. Voilà, Laboulaye avec son turban d'Arménien. Et je précise que l'ouvrage paraît en 1653, qu'il est réédité 4 ans plus tard, qu'en 1664, lorsque est créée la Compagnie française des Indes orientales, Colbert fait appel à Laboulaye pour se joindre à la délégation chargée de négocier l'établissement du commerce avec le Shah de Perse, avec le Moghol en Inde. Et cette mission n'est pas une réussite, d'abord parce que Laboulaye trouvera la mort, en fait, au
terme de sa mission, mais en plus parce que la négociation n'a pas eu l'issue escomptée par la France. Mais ce qui surprend surtout, c'est le langage qu'adopte Laboulaye dans les lettres qu'il adresse à Colbert dans le cadre de cette députation. Par exemple, dans cette lettre de 1666, où il conseille au ministre de mettre à feu et à sang les lieux où on ne voudra pas recevoir la compagnie. L'heure, hélas, n'est plus à la curiosité, et en bon caméléon, Laboulaye prend le pli. Merci beaucoup Yasmine, et plus généralement à vous trois. C'était vraiment là des propositions extrêmement stimulantes que vous nous avez présentées, des présentations extrêmement riches qui se prêtent très volontiers à une discussion. Il ne reste en même temps qu'un quart d'heure normalement, donc ce serait bien quand même effectivement de garder un temps de discussion avec le public. Il y a une notion qui n'a pas été convoquée, et ça m'a surpris un tout petit peu, c'est celle du relativisme culturel. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire davantage sur les liens qui sont à l'œuvre entre adaptation et relativisme culturel? Je me tourne vers Dorine, mais pour respecter l'ordre de parole, mais on peut évidemment l'apprendre spontanément désormais. Voilà, je me lance. Merci Nicolas. En effet, le relativisme, c'est vraiment, j'ai pas eu le temps d'en parler. Chez Montaigne, c'est vraiment très important, étant donné que finalement, sa capacité d'adaptation, sa volonté d'adaptation est vraiment fondée sur son sens du relatif, sur son sens de la relativité, des valeurs, des cultures, qui lui permet finalement de se mettre à la place de l'autre et éventuellement d'adopter ses coutumes, etc. Donc, j'aurais peut-être juste une petite réticence à utiliser relativisme culturel dans la mesure où il est quand même, il émet quand même des jugements sur telle ou telle coutume, que ce soit sur des coutumes françaises ou sur des coutumes étrangères. Donc, il n'est pas question de considérer toutes les cultures comme équivalentes et ne pouvant être considérées que dans leur propre point de vue et donc ne pouvant pas être l'objet d'un jugement. Donc, je dirais que sa capacité d'adaptation est plutôt fondée sur un sens du relatif et la relativité des usages. Et j'ai l'impression que ça se retrouve aussi chez Ricci et Laboulaye. En fait, pour Ricci, j'avais pensé, quand tu nous as parlé de la map monde et du fait qu'il, déjà son refus de sa capacité à se décentrer, en fait, m'a fait penser à ça, même si j'imagine que c'est pas, il n'y a pas autant que Montaigne un décentrement, puisqu'il reste quand même avec ses convictions. Voilà. Et chez Laboulaye, dans tout ce que tu as dit, Yasmine, j'ai vraiment eu l'impression parfois d'un lien très fort avec Montaigne sur ce point. Oui, c'est une question qui est très riche. Parce que tu dis, Dorine, me fait penser à... Ton micro, juste. Pardon. Le micro. Oui, ce que tu dis, Dorine, me fait penser à l'essai des cannibales, qui est l'essai qu'on prend en exemple pour parler du relativisme culturel de Montaigne, où il y a des professions de foi, chaque usage a sa raison. Et pourtant, en fait, Montaigne érige par moments dans cet essai la société Tupinamba comme une forme de modèle qu'il oppose à l'Europe. Puis là, on quitte un peu le relativisme culturel. Pour Ricci, c'est aussi une question qui est très compliquée. Cette map-monde chinoise, c'est un bel exemple de relativisme culturel. Et pourtant, chez Ricci, il y a aussi... Ricci fait preuve d'une forme d'universalisme lorsqu'il pose la conformité de la sagesse confucéenne et de la sagesse pré-chrétienne comme un terreau possible pour construire une forme de christianisme sinisé. Alors là, on n'est plus dans le relativisme culturel. Donc je dirais que ça dépend un peu des objets et des domaines. Oui, je ne peux que abonder dans ce sens. En fait, chez Laboulaye, il y a clairement des gestes relativistes et
et parfois, voilà, très souvent en fait, un regard universaliste quand il va chercher un fondement naturel au culte de l'arbre que je vous ai montré. C'est qu'il espère, voilà, qu'il y a une raison en fait qui est commune de façon universelle à tout le genre humain. Donc il y a en fait les deux. Le petit passage de l'avis au lecteur que j'ai cité paraphrase presque justement l'incipit de Des Cannibales à certains égards que tu citais. Donc je cite à nouveau: toutes les nations, donc là c'est la Boulet, disent d'elles-mêmes ce qu'un chacun pense de la sienne. Donc là, constat relativiste. Et n'estime que ce qui leur est en usage. Et là, c'est un petit peu compliqué, si bien que pour connaître celles qui agissent avec plus de raison, il est nécessaire de se dépouiller de soi-même. Donc l'idée qu'on puisse accéder quand même à la raison qui serait universelle. Donc, il y a toujours un petit peu cette tension-là entre les deux postures, il me semble. Bien, merci. Peut-être encore une dernière question avant. Oui, Dorine, tu voulais ajouter quelque chose, une bien chose, évidemment. parce que du coup, moi, j'ai pas tellement parlé de la question de l'universalisme. Ça m'a fait penser à une chose quand même chez Montaigne, c'est qu'il y a cette relativité des coutumes, cette capacité à se mettre à la place des autres, et ça va aussi avec, en fait, ça fait partie de finalement son entreprise d'investigation de l'humain sous toutes ses formes, et ça doit servir aussi à se connaître mieux lui-même. Donc il y a aussi alors il y a la diversité, il y a la reconnaissance de la diversité, mais il y a aussi la reconnaissance d'une unité, de quelque chose qui fait l'humain en fait, et qui permettrait en connaissant mieux les autres de se connaître mieux soi-même. Bien, si l'on revient sur cette notion d'adaptation, on a vu tout de même qu'elle est à géométrie variable. Est-ce que peut-être vous pourriez établir des liens à partir de votre propre cas et puis ceux qui ont été justement présentés par les deux autres intervenantes et intervenants? Il y aurait Mathieu. énormément de liens à faire. C'est dommage que le temps nous manque un peu. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans la présentation de Yasmine, c'est cette idée de passer incognito, de s'adapter, en quelque sorte de se déguiser pour passer incognito. C'est exactement le contraire qui se passe dans le cas de Ricci. C'est-à-dire que l'idée est qu'il faut s'adapter parce que c'est nécessaire pour pouvoir entrer en Chine, déjà obtenir l'autorisation, puis ensuite s'intégrer au sein de la société chinoise. Mais l'idée est précisément de ne pas passer incognito. C'est-à-dire que Ricci ne passe jamais pour un Chinois aux yeux des Chinois. L'idée, c'est de se faire remarquer en tant que savant qui a quelque chose à apporter à la Chine. Mais donc précisément ici, l'adaptation, elle est un outil nécessaire, mais qui vise avant tout à se mettre en valeur, à diffuser un message. Donc là, je voyais quelque chose d'assez intéressant, parce que c'est exactement le contraire. Oui, et ce que tu dis là, ça m'interpelle. Évidemment, j'ai été saisie par la carte, le commentaire que tu fais de cette histoire de la carte qui est incroyable en fait. Et là, tu parlais de l'adaptation comme outil. Et là, je te pose une question au sujet de cette carte. Donc, la carte, c'est un instrument. Normalement, sa fonction, c'est d'aider, de servir au déplacement des individus sur terre, sur mer. Et puis finalement, ce que tu montres, peut-être, mais tu me corrigeras, c'est que Ricci substitue à cette fonction instrumentale-là une autre fonction instrumentale qui est celle finalement d'impressionner ou de montrer sa capacité à s'adapter. Mais peut-être finalement le savoir contenu dans la carte importe moins, je ne sais pas ce que tu en penses, importe moins que le geste qui consiste à impressionner en fait, par le fait qu'on détient ce savoir. Impressionner, je ne sais pas, mais en tout cas, se construire une réputation. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée qui est répandue parmi quelques chercheurs ou spécialistes de la Chine, cette mission, que la science sert uniquement de tremplin à l'évangélisation. Mais il y a quand même quelque chose de vrai là-dedans, c'est que la science, en l'occurrence la science cartographique, a été une des premières percées conceptuelles de Ricci en Chine. Ça lui a permis de se faire un nom. Et d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de parler en détail de cette carte, mais il y en a eu plusieurs exemplaires.
jusqu'à ce que l'empereur Wanli, l'empereur de l'époque, entende parler de cette carte et qu'il en commande un exemplaire géant pour la cité interdite. Donc Ricci a travaillé sur une carte qui était destinée à l'empereur. Ça, bien sûr, ça lui a permis d'avoir un nom. Je ne sais pas dans quelle mesure ça a été déterminant dans l'autorisation qu'il a eu de gagner Pékin, parce que Pékin, c'était le but ultime. Hein. Les jésuites entrent par canton, mais l'idée est de gagner Pékin pour converser avec l'élite, avec le pouvoir. Et la carte joue un rôle en ce sens qu'elle donne une réputation à Ricci, comme d'ailleurs d'autres activités aussi. J'ai évoqué très rapidement les traités de morale. Les traités de morale, notamment le traité de l'amitié, c'est un traité qui a connu plusieurs éditions du vivant de Ricci, donc qui était lu, qui était demandé et qui a donné un nom à Ricci. Dorine, tu veux ajouter, mais brièvement peut-être Oui, alors très vite, quelques juste éléments. sur ce que tu disais, Mathieu, du fait que Ricci, en fait, ne doit pas passer incognito. Je trouve vraiment intéressant. Et chez Montaigne, j'ai l'impression que c'est vraiment l'inverse. Il fait tout pour passer incognito. Il fait tout pour ne pas se faire remarquer comme français. Pour lui, c'est vraiment essentiel. Et pour lui, se faire remarquer comme étant un Français, ça a deux conséquences fâcheuses. La première, c'est que ça signe finalement l'échec de l'adaptation. Et puis la deuxième, c'est que du coup, ça le rapproche ou ça l'assimile un peu aux autres Français sur place qu'il méprise justement parce qu'on voit trop qu'ils sont français. Donc voilà, je pense que j'ai pas le temps. Il y a un épisode, il y a un petit passage du journal qui est assez révélateur là-dessus. Je peux peut-être le résumer en une phrase. Peut-être pas. D'accord. On va maintenant peut-être, désolé de t'interrompre, Non, mais je vois qu'il y a plusieurs questions simplement oui. qui s'affichent. Donc peut-être que je vais passer le relais aux personnes qui nous observent et si Sébastien, tu as la gentillesse de nous retransmettre effectivement les questions qui nous ont été posées via le chat. Oui, il y a une question de Fabrice, notamment au sujet des jésuites et de l'évangélisation. Est-ce que la foi et la science étaient finalement pas séparables dans la compagnie de Jésus? Si la science était... Science et foi n'étaient pas séparables du point de vue des jésuites. Si science et foi n'étaient pas séparables. C'est ça, oui. Alors, les jésuites qui se rendent en Extrême-Orient bénéficient d'une... Excusez-moi. Les jésuites qui se rendent en Chine, les missionnaires jésuites, bénéficient d'une formation scientifique assez poussée, même très poussée. Un des professeurs de Matteo Ricci était Christopher Clavius, un des grands mathématiciens de l'époque. Cette formation scientifique, elle avait également pour fonction d'entrer en contact avec d'autres sociétés qui avaient également des savoirs scientifiques et qui étaient sans doute conçus pour pouvoir susciter une forme de curiosité, entamer un dialogue, mais je ne vois pas, moi, vraiment de lien. La grande idée, parce que beaucoup soutiennent cette idée que science et foi sont intimement liées au enseignement de la science et diffusion du message chrétien. Je pense que il n'y a pas vraiment, disons que le crédit que Matteo Ricci a gagné auprès de ses hôtes en vertu de ses démonstrations scientifiques n'a été d'aucune utilité pour la diffusion de la foi chrétienne. Merci beaucoup. Une autre question? Une question de Marie qui demande s'il y avait besoin de papier pour traverser les frontières à l'époque moderne. Peut-être que Yasmine est la mieux placée pour répondre à cette question. Oui, quelques éléments de réponse, peut-être. Je vais essayer. Donc, oui, il y avait des lettres de crédit, en fait, ce genre de choses. Des papiers, par exemple, pour vous donner un exemple, les compagnies qui étaient implantées, par exemple le
le président, comme l'appelle Laboulaye, de la compagnie anglaise, la compagnie de commerce anglaise, peut délivrer une lettre où il se porte garant finalement de tel voyageur et lui dit voilà, je vous prie de bien vouloir, pour tous les vaisseaux de la compagnie anglaise, je vous prie de bien vouloir accepter ce voyageur à votre bord. Le voyageur peut obtenir une pareille lettre aussi au sein de l'Empire ottoman, en vertu des relations diplomatiques que j'évoquais, à travers les consuls qui sont établis. Il y a un consul à Alep, il y a un consul à Smyrne, il y a un consul évidemment à Constantinople. Donc voilà, il y a des réseaux comme ça. Donc le réseau diplomatique et consulaire octroie ce genre de papier. Et le réseau commercial aussi, voilà. Et en général, les nations s'entraident, sauf dans des cas où elles seraient en rivalité, ce qui arrive aussi. On a des rivalités. Il y a un autre voyageur qui a un gros problème tout à coup avec les Hollandais et ça se passe plutôt mal. Mais voilà, c'est un petit peu la façon dont se présentent les choses à l'époque. On a encore le temps d'une ou deux questions. Tu voulais ajouter juste un élément? Je voulais juste peut-être ajouter qu'à l'époque où Montaigne voyage, il fallait aussi avoir un papier qui nous parle beaucoup aujourd'hui, attestant qu'on n'avait pas traversé de région où il y avait la peste. Donc, Merci. Oui, donc il y a une question qui demande de préciser entre adaptation, acclimatisation, immersion. Quelle nuance vous apporteriez à ces différentes terminologies? Question de degré, sans doute. Acclimatisation, je ne sais pas, mais immersion m'intéresse, dans la mesure où, on ne l'a pas dit, mais c'est une évidence, dans le cas de Ricci, il n'y a pas vraiment de retour en arrière, quoi. C'est-à-dire que Ricci s'adapte à la Chine progressivement, de plus en plus. Il écrit d'ailleurs à un de ses amis restés en Europe en lui disant « Je suis en train de devenir chinois ». Donc là, il y a quelque chose qui, me semble-t-il, relève de l'immersion. À tous les niveaux, on parlait de l'adaptation linguistique. J'ai jamais vraiment étudié ce phénomène-là, mais il semblerait que Ricci perd un peu l'habitude des langues européennes, devient de plus en plus familier de la langue chinoise, et qu'à mesure que la mission avance, et bien là aussi, sa principale langue de communication, c'est le chinois. Donc il y a quelque chose qui relève de l'immersion, d'une forme de métissage. c'est le mot acclimatation qui m'a intéressée. En fait, en effet, pour Montaigne, c'est pas seulement ce qui compte, c'est pas seulement de s'adapter aux mœurs et aux coutumes alimentaires, etc. C'est aussi de s'acclimater au lieu, au climat du lieu, aux eaux aussi, puisqu'il essaye les différentes stations thermales et il essaye aussi de s'acclimater en fait à ces différentes natures en quelque sorte. Donc il y a aussi ça chez Montaigne. Le climat, et c'est le climat extérieur. D'ailleurs, dans le passage que je citais sur l'ère romain, qui finalement est selon lui tout à fait adapté à sa complexion. Là, c'est vraiment l'idée d'une adaptation au climat. Et il y a aussi les climats intérieurs, puisqu'il est beaucoup question des méthodes de chauffage, etc. Donc, est-ce qu'on a encore le temps Oui, d'une ou deux questions? Une question. Une dernière question. De Marie, qui est large. Quelle différence entre le voyage à l'époque moderne et avec l'époque contemporaine? Alors, très large question. Il sera sans doute difficile d'y répondre très brièvement, mais je me tourne vers Yasmine de manière spontanée, parce que les conditions vraiment matérielles du voyage, ce sont tes textes qu'il aborde de manière privilégiée. Enfin, les tiens aussi d'ailleurs, c'est vrai, Montaigne aussi. Donc peut-être si vous pouvez apporter 2-3 éléments de réponse. Bah, déjà, oui, peut-être un élément, c'est le calendrier du voyage. Quand ces voyageurs partent, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont revenir. Ils ne sont même pas sûrs de revenir.
Laboulet, lui, je reviens à la question des papiers que les voyageurs ont avec eux. Laboulet dit à un moment qu'il porte une attestation. Alors, c'est pas dans le livre imprimé, il y a une version manuscrite, et là, il dit qu'il porte une attestation de sa foi catholique. Alors, c'est pour l'Inquisition, mais on peut imaginer d'autres circonstances qui puissent nécessiter qu'on se montre comme catholique. Par exemple, s'il venait à décéder, on saura quelle sépulture lui octroyer. Donc oui, le calendrier du voyage, je disais, Laboulet reste 1 an en Inde, c'est aussi lié à la saison, aux moussons qui empêchent de faire la traversée du golfe Persique à certains moments. Voilà, donc moi je parlerai surtout de la temporalité du voyage, mais il y a plein de différences. Je pense que la question de la temporalité, on y est particulièrement sensible en cette période de pandémie, donc peut-être que c'est pour ça que ça m'a intéressée. Dorine, peut-être Mathieu également. Peut-être pour Montaigne, bon, il voyage en Europe, donc il va moins loin, mais même en Europe, donc il voyage à cheval, bien sûr. Et il y a peut-être une chose que nous connaissons moins, c'est tous les dangers qui se présentaient aux voyageurs de l'époque. Donc la peste, bien sûr, mais aussi les bandits de grand chemin, etc. Donc il fallait toujours un peu adapter son itinéraire selon ses contraintes. Je vais dire un mot aussi, essayer de ne pas tomber dans les banalités, parce qu'effectivement, c'est tellement immense, hein, la différence entre le voyage de l'époque et le voyage aujourd'hui, qu'il est difficile de ne pas dire des évidences. Mais ce qui serait peut-être intéressant dans le cas des missionnaires jésuites, c'est que les missionnaires ne connaissent pas leur destination au moment de quitter Rome. Alors, ils sont affectés à une orientation, hein, une destination, disons, globale ou un centre. Dans le cas de l'Extrême-Orient, c'est Goa. Mais un jeune missionnaire comme Ricci, hein, qui quitte Rome à l'âge de 25-26 ans, il émet le désir, le souhait d'aller en Extrême-Orient, mais il ne sait pas du tout qu'il va finir en Chine. Donc là, il y a quelque chose d'assez différent par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. On choisit la destination, le temps qu'on va passer sur place, qui on va rencontrer, ce qu'on va faire. Enfin, il y a relativement peu de surprises. Et donc là, les surprises étaient non seulement des surprises ponctuelles, mais surprises d'où on va être affecté. D'ailleurs, Matteo Ricci a commencé par travailler en Inde. C'est là qu'il a été ordonné prêtre, à Cochin, et il y est resté 2 ans, je crois, avant que ses supérieurs décident qu'il avait toutes les qualités pour aller en Chine. En l'occurrence, là, les qualités nécessaires, c'était les capacités à apprendre une langue rapidement. Et Ricci ayant fait montre de ses capacités, on a décidé que ce serait lui qui irait renforcer la petite mission naissante à Macao. Et c'était un bon choix. Bien, merci. Il est temps de conclure cette table ronde en vous remerciant chacune et chacun de vos très riches contributions, interventions. Vous nous avez délivré une très belle leçon de méthode, hein, comment lire ces textes de manière déniaisée. Et finalement, ce qu'on doit retenir, évidemment, on aura compris tout le parti que l'histoire doit tirer de cette approche textuelle. Il faut apprendre à lire ces textes pour ce qu'ils sont, et non pas pour ce que nous voudrions qu'il soit. Hein, c'est-à-dire que c'est ça que vous nous avez appris, en gros, comment lire. Hein, et c'est important, évidemment, dans le cas de ces récits de voyage. Merci encore une fois à chacune et chacun. Et merci aussi d'avoir assisté en direct à cette table ronde. Je vous souhaite un très bon festival et une excellente fin d'après-midi. Merci beaucoup.